À 30 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, une tasse de café brûlante éclabousse le visage d'Elias Moreau, un garçon de 11 ans, sous le regard narquois de Victor Lemaire, un homme d'affaires en costume impeccablement taillé. « Les accidents, ça arrive, petit !» lâche-t-il avec un sourire qui ne cache pas son mépris, sa voix résonnant assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. Personne ne bouge, sauf Amélie Dubois, une hôtesse de l'air expérimentée, qui observe la scène depuis le galet, ses mains fermes malgré la colère qui bouillonne en elle. Son visage reste professionnellement neutre, mais ses yeux trahissent une rage contenue. Elle s'approche, décidée. « Monsieur, je vais vous demander de me suivre immédiatement », dit-elle d'un ton calme mais inflexible. Ce moment, apparemment anodin, va déclencher une tempête qui ébranlera des carrières, suscitera l'indignation nationale et bouleversera les politiques des compagnies aériennes. Quelles lignes invisibles ont été franchies ce jour-là? Et qui paiera le prix ultime pour avoir osé défier le pouvoir? Cette histoire commence dans la tension d'un vol transatlantique, mais ses répercussions s'étendront bien au-delà des cieux. Elias Moreau, un prodige des échecs de 11 ans, serre son sac à dos contre lui, son regard pétillant d'excitation. Avec sa mère, Claire Moreau, une avocate spécialisée dans les droits humains, il traverse le terminal bondé de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les grandes baies vitrées laissent filtrer une lumière matinale pâle, alors qu'ils approchent du comptoir d'enregistrement d'Air Atlantique. Ce voyage est un moment clé pour Elias. Après des mois de compétition régionale, son talent exceptionnel aux échecs lui a valu une bourse complète pour le championnat national de la jeunesse à New York. « N'oublie pas de remercier le professeur Garnier quand nous arriverons », rappelle Claire, ajustant son tailleur élégant, symbole de sa rigueur d'avocate. En tant que mère célibataire, elle a jonglé entre ses audiences au tribunal et les entraînements d'échecs d'Elias, souvent au prix de nuits blanches. « Je le ferai, maman », répond Elias, les yeux brillants, son esprit déjà occupé par les stratégies des grands maîtres qu'il a étudiées jusqu'à tard dans la nuit. Mais leur enthousiasme s'effrite lorsqu'ils atteignent le comptoir d'enregistrement. L'agent, une femme aux lunettes cerclées d'acier, fronce les sourcils devant son écran, tapant frénétiquement sur son clavier. « C'est étrange, » murmure-t-elle. « Votre réservation indique que vous êtes en liste d'attente. » Claire, habituée à naviguer dans les méandres des systèmes bureaucratiques, plisse les yeux. « C'est impossible. Nous avons confirmé nos sièges hier et reçu les cartes d'embarquement par email. » L'agent hausse les épaules, son ton détaché. « Le système indique que vos sièges confirmés ont été libérés. Ça arrive parfois avec notre logiciel de réservation. » Claire insiste, montrant l'email de confirmation sur son téléphone, mais l'agent reste impassible, proposant seulement d'attendre en zone de stand-by. Elias, observant la scène, remarque quelque chose de troublant. Plusieurs passagers arrivés après eux, tous blancs, passent au comptoir, reçoivent leur carte d'embarquement sans problème et filent vers la sécurité. Un nœud se forme dans son estomac, mais il garde le silence, habitué à ne pas attirer l'attention. Après une attente frustrante de 45 minutes, Claire, en mode avocate, brandit à nouveau l'email de confirmation, citant les politiques d'embarquement d'Air Atlantique. Un superviseur est appelé, et après un échange tendu, ils obtiennent enfin l'autorisation d'embarquer parmi les derniers passagers. Leur soulagement est de courte durée. À bord, une hôtesse les informe que, pour des raisons de réajustement de dernière minute, Elias est placé en classe économique premium, siège 8B, tandis que Claire est reléguée à l'arrière, en 32F. « C'est inacceptable », proteste Claire. « Mon fils a 11 ans, nous avons réservé ensemble il y a des mois pour être assis côte à côte. » L'hôtesse, visiblement mal à l'aise, explique que le vol est complet et qu'aucun changement n'est possible sans retarder le départ. Claire regarde Elias pesant ses options. Faire une scène pourrait aggraver la situation. « Ça va, maman », murmure Elias, bien que son cœur batte à l'idée de voyager seul. « C'est juste quelques heures. » Claire s'agenouille à sa hauteur, son regard intense. « Écoute-moi bien, » dit-elle doucement. « Tiens-toi droit, pas de problème. Si quelque chose te met mal à l'aise, appuie sur le bouton d'appel immédiatement. » Elias hoche la tête, comprenant le message implicite. En tant que jeune garçon noir dans un espace inconnu, il doit être prudent, poli, presque invisible pour éviter les ennuis.
Une hôtesse l'escorte jusqu'à son siège, entre deux hommes d'affaires. Il jette un dernier regard à sa mère, dont le visage trahit une inquiétude qu'elle tente de masquer. C'est alors que Victor Lemaire entre en scène. Âgé de 53 ans, il descend la passerelle avec l'assurance d'un homme habitué à dominer. Son costume gris anthracite, taillé sur mesure, et sa mallette en cuir italien trahissent sa richesse. PDG d'une grande banque parisienne, Banque Étoile, Victor est un habitué des privilèges. Ce matin, un appel urgent du conseil d'administration l'a retardé et son irritation est palpable lorsqu'il atteint la rangée 8. Son expression passe de l'agacement à un dédain à peine dissimulé lorsqu'il voit Elias plongé dans un livre d'échecs usé. « Excusez-moi », dit Victor, sa voix volontairement forte, en vérifiant ostensiblement sa carte d'embarquement. « Il doit y avoir une erreur. J'ai réservé le siège 8B. » Elias lève les yeux, confus. « C'est le 8B, monsieur. C'est ce qui est écrit sur ma carte. » Victor plisse les lèvres et fait signe à un steward, Julien, un jeune homme visiblement novice. « Il y a un conflit de sièges », annonce Victor avec autorité. Julien, nerveux, demande d'abord la carte d'Elias, son ton teinté de suspicion. Après avoir examiné les deux cartes, il confirme qu'Elias est bien assigné au 8B. Victor, contrarié, s'installe à contre-cœur en 8C, marmonnant assez fort pour être entendu. On dirait une politique de siège pour quota. Elias fait semblant de ne pas entendre, se concentrant sur son livre, mais Victor envahit son espace, posant son coude sur l'accoudoir commun. « Pardon », murmure Elias, tentant de récupérer un peu de place. « Fais avec », rétorque Victor avant d'étaler ses documents financiers sur la tablette, empiétant davantage sur l'espace d'Elias. Pendant le décollage, Victor passe outre les annonces en effectuant plusieurs appels téléphoniques, discutant bruyamment d'une fusion à 8 chiffres. Chaque million mentionné est accompagné d'un regard en coin vers Elias, comme pour souligner son importance. Lorsque le service des boissons commence, Victor commande un whisky malgré l'heure matinale, puis un second. L'alcool semble amplifier son comportement territorial. Il ajuste sa position, repoussant Elias contre la fenêtre. « Tu prends trop de place », grogne-t-il, bien que ce soit lui qui occupe les 2/3 de l'accoudoir. Amélie Dubois, 35 ans, navigue dans la cabine avec une efficacité acquise au fil de ses 12 années de service chez Air Atlantique. Son uniforme est impeccable, mais derrière son sourire professionnel se cachent l'épuisement et une frustration grandissante. La veille, après des mois d'hésitation, elle a déposé une plainte formelle auprès des ressources humaines pour discrimination. Par 3 fois, elle a été écartée d'une promotion au poste de chef de cabine, malgré des évaluations parfaites et une ancienneté supérieure à celle de ses collègues blancs promus. « Amélie, on a besoin de plus de glace en première classe », lance Julien, son ton trahissant une autorité qu'il n'a pas encore gagnée. « J'y vais », répond-elle, notant mentalement que c'est la 4e fois aujourd'hui qu'il lui donne des ordres hors de sa section. Avant le décollage, Amélie a remarqué la séparation d'Elias et de sa mère. Elle a suggéré à la chef de cabine, Béatrice, de trouver une solution. Le manifeste montre des sièges libres en rangée 22, a-t-elle indiqué. Mais Béatrice a balayé la suggestion. « Nous sommes déjà en retard. S'ils avaient un problème, ils auraient dû le signaler à la porte. » Amélie n'a pas insisté, consciente que sa plainte récente la met en position délicate. Elle décide néanmoins de garder un œil sur Elias pendant le service. Lors du premier passage des boissons, Amélie s'arrête à la rangée 8. « Que veux-tu boire ?» demande-t-elle à Elias avec une chaleur sincère, établissant un contact visuel pour lui montrer qu'il est un passager respecté. « Juste de l'eau, s'il vous plaît », répond-il doucement, ses yeux s'illuminant brièvement. « Et peut-être un biscuit ?» ajoute-t-elle, lui glissant un paquet supplémentaire avec un clin d'œil complice. « Merci, madame », murmure Elias, reconnaissant pour cette petite attention. Victor, agacé d'être servi en second, s'éclaircit la gorge. « Un autre whisky sec, et faites vite. » Amélie maintient son sourire. « Monsieur, nous servons par rangée. Je m'occupe de vous dès que possible. » Victor serre les mâchoires, irrité par ce refus implicite de lui accorder la priorité. Ses gestes deviennent plus agressifs, empiétant davantage sur l'espace d'Elias. Amélie, en passant à nouveau,
Remarque que le garçon a soigneusement rangé ses affaires pour occuper le moins de place possible, son livre d'échecs posé à l'extrême bord de la tablette. Victor, lui, a étalé ses documents sur les 2 tiers des 2 tablettes. Elias évite son regard, conscient qu'une plainte pourrait aggraver la situation. 2 heures après le décollage, la cabine s'installe dans une torpeur typique des vols long courriers. Les passagers somnolent ou regardent des films, le bourdonnement des moteurs en toile de fond. Mais à la rangée 8, la tension monte. Victor tape furieusement sur son clavier, pestant contre la connexion Wi-Fi instable. « Inutile », marmonne-t-il, lançant un regard accusateur à Elias, comme si le garçon était responsable. Elias, qui a abandonné son livre pour un devoir de mathématiques, se tasse contre la fenêtre, son crayon suspendu au-dessus de sa feuille. « Tu bouges trop », lance soudain Victor, assez fort pour attirer l'attention. « Je ne peux même pas travailler correctement. » Elias se fige. « Désolé, monsieur, je vais essayer de rester immobile. » Le service des repas commence. Amélie pose le plateau d'Elias en premier, lui offrant un sourire encourageant. « Attention à ça », grogne Victor, alors qu'elle place son plateau, ses documents toujours étalés malgré l'arrivée imminente du service. Alors qu'Amélie passe à la rangée suivante, Victor fait un mouvement brusque, renversant le jus d'orange d'Elias sur ses devoirs et son livre. « Oh !» s'exclame Elias, soulevant ses affaires pour limiter les dégâts. « Tu devrais faire plus attention à ton verre », admoneste Victor, inversant la réalité. Elias accepte un mouchoir en papier insuffisant, murmurant un « merci, monsieur », tandis que plusieurs passagers, témoins de l'incident, détournent les yeux. 15 minutes plus tard, Amélie revient avec le service de café. Elle remarque les papiers trempés d'Elias. « Des mouchoirs supplémentaires ?» propose-t-elle, en sortant plusieurs de son tablier. « Ce serait super, merci », répond Elias doucement. « Et pour vous, monsieur ?» demande-t-elle à Victor. « Café noir sans sucre », rétorque-t-il sèchement, les yeux sur son téléphone. Amélie verse le café brûlant avec soin, avertissant. « Attention, c'est très chaud. » À peine a-t-elle tourné le dos qu'un cri de douleur déchire la cabine. Elle se retourne pour voir Elias à moitié debout, du café coulant sur son visage et sa poitrine, la tache sombre s'étendant sur sa chemise bleu clair. Ses yeux sont écarquillés de choc, mais il reste presque silencieux, retenant sa douleur. Victor, tenant la tasse vide inclinée, affiche une surprise feinte. « Le gamin m'a bousculé », déclare-t-il haut et fort. « Il a sauté sur mon bras. Ces enfants, aucune discipline. » Le mensonge est si flagrant que la cabine semble figée dans un silence collectif. Amélie, qui a vu Victor incliner délibérément la tasse alors qu'Elias ramassait un crayon tombé, agit immédiatement. Elle accourt avec des mouchoirs et une bouteille d'eau froide. « Laissez-moi vous aider », dit-elle, pressant la bouteille contre la joue d'Elias, où une marque rouge apparaît déjà. « C'était un accident », murmure Elias, tentant de désamorcer la situation malgré sa douleur. Amélie croise son regard, un échange silencieux. Elle sait la vérité. Elle guide Elias vers la salle de bain à l'avant pour nettoyer les brûlures. Dans l'espace exigu, elle applique un compresse froide sur les marques rouges, notant leur gravité. Ce sont des brûlures du 1er degré, peut-être du second sur le cou, dit-elle, sa voix professionnelle masquant à peine sa colère. Elias, inquiet, murmure. « Ne faites pas empirer les choses, je vais bien. » Amélie le regarde dans le miroir. « Elias, ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Et ce n'était pas un accident. Tu le sais, n'est-ce pas? » Le garçon baisse les yeux. Maman dit qu'il vaut mieux parfois laisser tomber. Amélie hoche la tête, sortant son téléphone. « Ta mère a raison, parfois. Mais laisser passer, c'est permettre que ça recommence. Je dois prendre des photos des brûlures, c'est la procédure. Et c'est aussi pour nous protéger. » Après une hésitation, Elias acquiesce. Amélie documente les blessures, notant le motif d'éclaboussure qui contredit la version de Victor. En revenant dans la cabine, Amélie remarque que Victor a profité de l'absence d'Elias pour étaler ses affaires sur les 2 sièges, comme s'il s'attendait à ce que le garçon soit déplacé. « Monsieur, dit-elle fermement,
Je vous demande de me suivre dans le galet. Victor lève les yeux, agacé. Pourquoi faire? J'ai déjà expliqué, le gamin m'a bousculé. Ce n'est pas une requête, monsieur, répond Amélie, sa voix basse mais déterminée. Les règlements de l'aviation exigent un rapport pour toute blessure à bord. Victor, à contre-cœur, la suit, laissant Elias reprendre son siège, soulagé par ce répit temporaire. Dans le galet, Amélie fait face à Victor. « Monsieur le maire, soyons clairs, j'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez délibérément versé du café brûlant sur cet enfant. » Victor passe de la surprise à l'indignation. « C'est absurde. C'était un accident. Ce garçon est maladroit. » Amélie reste impassible. Le motif des brûlures contredit votre version, tout comme mon observation, qui sera incluse dans mon rapport. Victor change de ton, adoptant une condescendance calculée. « Écoutez, mademoiselle Dubois, dit-il, lisant son badge, vous exagérez un incident mineur. Savez-vous qui je suis? Un client platine d'Air Atlantique qui dîne avec vos PDG. » Amélie ne cille pas. « Vous êtes un passager qui a agressé un mineur. Votre statut ne vous exempte pas des lois. » Victor se penche, menaçant. « Je peux vous faire perdre votre emploi avant l'atterrissage. » Amélie, inébranlable, répond. « J'ai survécu à pire que vous, monsieur. » Elle le réassigne au siège 28F, en classe économique, sous les regards curieux des passagers. Victor, furieux, lance à haute voix. « Tout le monde voit ce qui se passe. Elle joue la carte de la race. » Un murmure parcourt la cabine, certains passagers choqués, d'autres acquiescent subtilement. Madame Lefebvre, une passagère âgée aux lunettes élégantes, griffonne discrètement des notes, son regard perçant fixé sur Victor. Pendant ce temps, Claire, à l'arrière, apprend par un passager que son fils a été blessé. Le bouton d'appel de sa section est mystérieusement désactivé, et Julien, hésitant, lui répète qu'il s'agit d'un « incident mineur ». Mais Claire, avec son instinct d'avocate, sent que quelque chose ne va pas. Ignorant les consignes de ceinture, elle se lève, déterminée à rejoindre Elias. Julien tente de l'arrêter, invoquant la turbulence, mais Claire, d'un ton ferme, déclare « Mon fils de 11 ans est blessé, c'est une urgence. » Amélie, voyant la tension, intervient, escortant Claire jusqu'à la rangée 8. En voyant les marques rouges sur le visage et le cou d'Elias, Claire retient son souffle, son calme d'avocate vacillant. « Oh, Elias !» murmure-t-elle, examinant les brûlures. « Je vais bien, maman. Madame Dubois m'a aidé, » assure-t-il. Claire se tourne vers Amélie. « Je veux le nom du passager, et je veux que le marshal aérien documente ses blessures officiellement. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Madame Lefebvre, de l'autre côté de l'allée, intervient. « Victor Lemaire, Banque Étoile. Je l'ai entendu se vanter au téléphone. » Claire se fige, un éclair de reconnaissance dans les yeux. « Lemaire? De Banque Étoile? Mon cabinet a remporté un procès contre eux l'an dernier pour pratiques discriminatoires. J'ai dirigé l'équipe. » Amélie comprend soudain. « Ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? » Claire secoue la tête. « Non, c'est une vengeance. » Elle demande à parler au capitaine et au marshal aérien, tandis que Victor, à l'arrière, passe un appel urgent, ignorant les interdictions. Ses chuchotements paniqués trahissent sa peur croissante. La cabine, autrefois silencieuse, commence à s'agiter. Sophie, une adolescente aux cheveux violets, filme discrètement la scène, son projet scolaire sur les microagressions capturant bien plus qu'elle n'avait prévu. Le capitaine Martin sort du cockpit, alerté par le remue-ménage. « Quelle est la situation ?» demande-t-il à Amélie. Avant qu'elle ne puisse répondre, Victor s'avance. « Enfin quelqu'un de raisonnable. Victor Lemaire, Banque Étoile. Cette hôtesse m'a humilié devant tout le monde pour un simple accident. » Amélie explique calmement. « Un passager a délibérément versé du café brûlant sur un mineur. J'ai documenté les blessures et réassigné le siège pour des raisons de sécurité. » Martin, prudent mais professionnel, soutient Amélie. « Vous avez suivi la procédure. Monsieur le maire, retournez à votre siège. » Alors que l'avion entame sa descente vers New York, la tension est palpable. Les passagers murmurent, certains prenant des notes, d'autres filmant. Amélie sait que son rapport d'incident risque de lui coûter cher,
Mais le regard reconnaissant d'Elias, la détermination de Claire et les premières voix qui s'élèvent parmi les passagers renforcent sa résolution. Ce qui a commencé comme une provocation mesquine à 30 000 pieds est sur le point de devenir une bataille bien plus grande, où le courage d'une hôtesse, d'une avocate et d'un enfant va défier un système conçu pour protéger les puissants. L'avion d'Air Atlantique touche le sol à l'aéroport JFK de New York avec une secousse discrète, mais la tension à bord est loin de s'apaiser. Ce qui s'est passé à 30 000 pieds, le café brûlant versé délibérément sur Elias Moreau par Victor Lemaire, n'est que le prélude d'une tempête qui éclate maintenant au sol. Alors que l'appareil s'approche de la porte C-42, Amélie Dubois, l'hôtesse de l'air qui a osé défier un passager influent, observe par la fenêtre du galet une scène inhabituelle. Des véhicules de l'aéroport, des hommes en costume sombre et des agents de sécurité privés d'Air Atlantique se rassemblent près de la passerelle. Ce n'est pas une arrivée ordinaire. Une machinerie corporative bien huilée se met en branle pour protéger Victor Lemaire, discréditer Amélie et étouffer l'incident. Mais ce que ni Victor ni les cadres de la compagnie n'ont anticipé, c'est la force d'une vérité capturée par une adolescente, Sophie, dont la vidéo virale commence à fissurer leur mur de silence. Dans ce climat tendu, où chaque geste est calculé, la bataille pour la justice prend d'une ampleur inattendue, portée par des voix qui refusent de se taire. Alors que la porte de la cabine s'ouvre, deux hommes en uniforme de direction d'Air Atlantique montent à bord, ignorant la procédure habituelle de débarquement. L'un d'eux, un homme mince aux cheveux grisonnants, se dirige directement vers Amélie. « Mademoiselle Dubois, vous devez me suivre immédiatement », ordonne-t-il d'un ton qui ne tolère aucune discussion. « Monsieur Kellerman, le directeur de l'aéroport, vous attend. » Simultanément, l'autre homme, un certain Thomas Delacroix, vice-président des relations clientèle, s'approche de Victor avec une déférence marquée. « Monsieur le maire, au nom d'Air Atlantique, veuillez accepter nos excuses pour ce malentendu regrettable. Suivez-moi, nous avons organisé un transport privé vers le salon VIP pour régler vos préoccupations. » Les passagers, encore assis, observent cette extraction chorégraphiée avec un mélange d'inconfort et d'indignation. Le contraste est saisissant. Victor, l'auteur d'une agression sur un enfant, est traité comme un dignitaire, tandis qu'Amélie, qui a suivi le protocole pour protéger Elias, est escortée comme une accusée. Dans la rangée 8, Claire Moreau, l'avocate et mère d'Elias, tient la main de son fils, dont les brûlures au visage et au cou sont toujours visibles sous les compresses appliquées par Amélie. Elle murmure à Elias « Reste près de moi, quoi qu'il arrive. » Amy. Son instinct d'avocate lui dit que la compagnie va tenter de les isoler. Alors qu'ils se préparent à descendre, un agent de sécurité d'Air Atlantique s'approche. « Madame Moreau, nous devons vérifier votre identité avant de procéder aux formalités douanières, » dit-il, se plaçant de manière à bloquer leur vue sur la passerelle. Claire, habituée aux tactiques d'intimidation, répond avec une autorité froide. « Vous n'avez aucune autorité pour nous retenir. Nous nous rendons aux douanes, comme l'exige la loi fédérale. Tenter de séparer un mineur de son tuteur légal sans motif légal est une détention illégale. » Sa voix, claire et mesurée, attire l'attention des passagers proches qui commencent à murmurer. Pendant ce temps, Amélie est conduite à travers des couloirs de service vers un bureau sans enseigne. Son escorte, un agent de sécurité au visage impassible, maintient une prise ferme mais professionnelle sur son bras. Dans le bureau, le directeur de l'aéroport, Philippe Kellerman, l'attend, un dossier mince ouvert sur son bureau. « Mademoiselle Dubois, » commence-t-il sans chaleur, « je vais avoir besoin de votre téléphone et de tout appareil personnel immédiatement. » Amélie, anticipant cette demande, répond calmement. « Sur quel fondement ?» Kellerman réplique. « Protocole de l'entreprise pour les enquêtes sur les incidents. Toute documentation prise pendant votre service appartient à la compagnie. » Amélie, forte de ses années d'expérience, contre-attaque. « Les protocoles exigent une chaîne de custody pour la collecte de preuves, avec reçus et témoins. » Kellerman, déstabilisé par sa connaissance des règles, insiste. « Ce n'est pas une négociation. Votre statut d'employé est en cours d'examen, notamment après votre plainte pour discrimination déposée hier. Votre gestion de cet incident
ne fait qu'aggraver nos préoccupations sur votre jugement. Amélie sent son estomac se nouer, mais son visage reste impassible. Elle sait que sa plainte récente pour discrimination, après avoir été écartée à 3 reprises d'une promotion au profit de collègues moins qualifiés, est utilisée comme levier contre elle. « Je suis en droit d'avoir une représentation syndicale pour cette discussion », déclare-t-elle. Kellerman esquive. Ce n'est pas une réunion disciplinaire, juste une collecte procédurale. À travers la petite fenêtre du bureau, Amélie aperçoit Victor escorté vers une SUV noire, contournant les formalités douanières habituelles. La chorégraphie du privilège est en pleine exécution, jusqu'à ce qu'un remue-ménage éclate près de la porte C42. Dans le terminal, Claire et Elias sont retenus par un autre agent de sécurité sous prétexte de « recueillir des déclarations sur une perturbation à bord ». Claire, refusant d'être isolée, reste dans l'espace public, déclarant « Nous resterons ici, en vue de tous, jusqu'à ce que les autorités compétentes soient contactées. » Son ton, à la fois ferme et légaliste, reflète la culture française du débat raisonné, où la logique et le droit priment. C'est alors qu'une sergente de la police portuaire, accompagnée d'un officier de la TSA, s'approche. « Y a-t-il un problème ici ?» demande la sergente, son regard scrutant la situation. Claire saisit l'opportunité. « Je suis Claire Moreau, avocate. Mon fils a été victime d'une agression à bord. » Et le personnel de la compagnie tente d'empêcher un signalement en escortant l'auteur hors des lieux sans passer par les douanes. La sergente, soudain alerte, confirme. « Nous avons reçu plusieurs alertes à ce sujet. La TSA est également informée. » Au même moment, Sophie, l'adolescente aux cheveux violets, refuse de signer un formulaire de retour d'expérience proposé par un représentant d'Air Atlantique. Le document, présenté comme une simple formalité, contient une clause de confidentialité déguisée. « Je ne signe rien », déclare-t-elle, reconnaissant la tactique grâce au récit de sa mère sur le harcèlement au travail. Et ma vidéo est déjà en ligne. En effet, son clip de 16 secondes, montrant Victor mentant sur l'incident du café, circule sur les réseaux sociaux avec les hashtags #café en volant noir et @justice pour Elias. La vidéo, partagée initialement pour un projet scolaire sur les micro-agressions, accumule des milliers de vues par minute, échappant au contrôle de la compagnie. Madame Lefebvre, l'élégante passagère âgée, s'avère être une alliée inattendue. Ancienne magistrate à la Cour de cassation, elle a observé l'incident avec une précision juridique. Discrètement, elle tend son téléphone à Claire. « Utilisez-le », murmure-t-elle. Mes contacts à la Cour fédérale de New York ne sont pas soumis aux pressions corporatives. Claire rédige rapidement des messages aux autorités portuaires et à la TSA, joignant les photos des brûlures d'Elias prises par Amélie et la vidéo de Sophie. « Envoyé », confirme-t-elle, rendant le téléphone. Madame Lefebvre hoche la tête, son regard perçant reflétant une détermination forgée par des décennies à défendre la justice. Dans le bureau de Kellerman, la situation s'envenime. « Vous faites une grave erreur », avertit-il Amélie, alors que son téléphone sonne. Son expression passe de l'assurance à l'inquiétude en écoutant son interlocuteur. « Qui a autorisé ça ?» commence-t-il, avant de se taire. « Oui, monsieur, compris. » Il raccroche, fixant Amélie avec un mélange de méfiance et de calcul. Il semble y avoir une complication. À l'extérieur, la police portuaire et les officiers de la TSA convergent vers la porte C42, leur badge bien visible. Les cadres d'Air Atlantique, tentant d'escorter Victor vers la sortie VIP, sont stoppés net. La vidéo de Sophie, relayée par des médias français comme Le Monde et France 24, a alerté des journalistes et plusieurs camionnettes de presse stationnent déjà dans le terminal. Monsieur Zhang, un homme d'affaires asiatique assis en classe affaires, décide de rompre son silence. « Ce que j'ai vu n'était pas un accident », déclare-t-il à un officier de la TSA, son ton mesuré mais ferme. L'homme a incliné la tasse exprès quand le garçon ramassait son crayon. « J'ai un fils du même âge. J'aurais voulu qu'on parle pour lui. » Son collègue, un Américain blanc, acquiesce. « Je confirme, c'était intentionnel. » Leur témoignage, ajouté à celui de Madame Lefebvre et de la vidéo de Sophie, forme un réseau de preuves difficiles à ignorer.
D'autres passagers commencent à murmurer leur soutien, brisant le silence initial qui avait permis à Victor de dominer la situation. Dans le cockpit, le capitaine Martin, un pilote chevronné de 30 ans d'expérience, rencontre Amélie avant le débarquement complet. J'ai reçu une communication directe du directeur des opérations d'Air Atlantique, confie-t-il, visiblement troublé. Ils ordonnent qu'aucune autorité ne soit impliquée, qualifiant cela de malentendu de service cliente. Le maire doit être escorté au salon VIP et vous devez vous présenter immédiatement au bureau de Kellerman. Il hésite, ajoutant « Ils ont mentionné votre plainte pour discrimination, suggérant que cet incident pourrait être perçu comme une revanche de votre part. » Amélie, stoïque, répond « Ils construisent un récit pour me discréditer. » Martin soupire. « J'ai téléchargé votre rapport d'incident sur le serveur sécurisé, comme l'exige le protocole. Mais mes mains sont liées. 30 ans de carrière, une famille à charge. » Amélie hoche la tête, comprenant son dilemme. « Merci d'avoir suivi la procédure, capitaine. » De retour dans la cabine, Amélie croise le regard de Victor, qui ajuste sa cravate avec un sourire narquois. Il sait que ses connexions au sommet d'Air Atlantique et de Banque Étoile le protègent. Mais ce qu'il ignore, c'est que la vidéo de Sophie a atteint un journaliste de France 24 qui a contacté un ancien procureur à New York grâce à l'entremise de Madame Lefebvre. Alors que l'avion s'immobilise à la porte, des officiers de la police portuaire interceptent Victor juste avant qu'il ne monte dans la SUV. « Monsieur, tous les passagers doivent passer par les douanes », déclare un officier, ignorant les protestations des cadres de la compagnie. Victor, son assurance vacillante, commence à réaliser que son pouvoir habituel s'effrite. Dans le terminal, Claire et Elias sont enfin autorisés à avancer vers les douanes, mais un agent de sécurité tente une dernière fois de les retenir. « C'est une simple vérification », insiste-t-il. Claire, imperturbable, réplique. « Toute tentative supplémentaire de retarder notre accès aux autorités compétentes sera signalée comme une obstruction à la justice. » Son ton, digne d'un plaidoyer dans une salle d'audience française, fait reculer l'agent. À ce moment, un journaliste de France 24, alerté par la vidéo virale, s'approche avec une caméra. « Madame Moreau, pouvez-vous confirmer les allégations d'agression sur votre fils ?» Claire, tenant Elias par l'épaule, répond avec une précision juridique. « Mon fils a été victime d'une agression intentionnelle à bord, documentée par des témoins et une vidéo. Nous demandons une enquête complète et la préservation de toutes les preuves, y compris les images de surveillance. » Sophie, voyant l'attention médiatique, décide de partager sa vidéo directement avec le journaliste, ajoutant « J'ai tout filmé après l'incident. Cet homme a menti et la compagnie essaie de le couvrir. » Sa bravoure, inspirée par les discussions philosophiques sur la justice qu'elle a entendues dans son lycée parisien, galvanise d'autres passagers. Une femme d'âge moyen qui avait initialement détourné le regard s'approche. « J'ai vu ce qui s'est passé. Je suis prête à témoigner. » La cabine, autrefois divisée par le silence, commence à se rallier autour d'une cause commune. Amélie, toujours dans le bureau de Kellerman, refuse de céder son téléphone malgré les menaces croissantes. « Prendre mon bien personnel sans consentement est un vol », déclare-t-elle, son calme reflétant la résilience d'une femme qui a appris à naviguer dans un système souvent hostile. Lorsque des officiers de la TSA entrent pour l'interroger, Kellerman tente d'interférer. C'est une affaire interne à la compagnie. Mais l'officier de la TSA, une femme à l'air déterminé, rétorque. Les allégations d'agression en vol relèvent de la juridiction fédérale. Nous devons parler à Mademoiselle Dubois immédiatement. Alors qu'Amélie est escortée hors du bureau, elle aperçoit Victor, entouré de caméras, son visage capturé par les médias. Son expression mêle arrogance et panique croissante. La machine corporative, si efficace pour protéger les puissants, commence à vaciller face à une vérité amplifiée par les réseaux sociaux et les témoignages croisés. Claire, tenant Elias près d'elle, croise le regard d'Amélie à travers le terminal. Elles échangent un hochement de tête, une reconnaissance silencieuse de leur combat commun. Sophie, Madame Lefebvre, Monsieur Zhang et d'autres passagers forment un chœur improbable, leurs voix convergeant pour défier un système conçu pour étouffer la vérité.
À l'extérieur, les camionnettes des médias s'accumulent et les hashtags #café un volant noir et #justice pour Elias dominent les réseaux sociaux. Ce qui était un incident isolé à bord d'un avion devient une affaire publique, portée par la détermination d'une hôtesse, d'une avocate, d'un enfant et d'une communauté de témoins qui refusent de se taire. Mais la bataille est loin d'être terminée. Les forces corporatives, habituées à neutraliser les menaces par l'intimidation et les accords financiers, préparent leur contre-attaque. Amélie, Claire et Elias savent que le prix de leur courage ne fait que commencer à se manifester. 3 mois après l'incident du café à 30 000 pieds, une salle d'audience du Congrès à Washington bourdonne d'une tension palpable. La Commission des transports de la Chambre des représentants s'est réunie pour une session extraordinaire intitulée « Discrimination dans l'aviation commerciale. Pratiques, modèles et droits des passagers ». Ce qui avait commencé comme une agression isolée contre Elias Moreau, un garçon de 11 ans, par Victor Lemaire, un cadre influent, s'est transformé en un débat national sur les injustices systémiques dans l'industrie aérienne. Amélie Dubois, l'hôtesse de l'air qui a défié sa hiérarchie pour protéger Elias, Claire Moreau, l'avocate qui a orchestré une riposte juridique implacable, et Elias lui-même, désormais âgé de 12 ans, se tiennent à la table des témoins. Leur présence symbolise une coalition improbable, une femme du peuple, une intellectuelle engagée et un enfant prodige, unis par un refus commun de plier face à l'injustice. Mais ce moment de visibilité publique n'est que l'aboutissement d'une lutte acharnée, marquée par des représailles corporatives et un mouvement de solidarité inattendu. Dans cette salle, où les idéaux de justice et d'égalité chers à la culture française résonnent à travers leurs témoignages, ils ne se battent plus seulement pour eux-mêmes, mais pour un changement durable. Amélie, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre mais élégant, ajuste ses notes devant les micros. Son uniforme d'Air Atlantique appartient au passé. Après l'incident, elle a été placée en congé administratif, puis licenciée sous des prétextes fallacieux. Son dossier personnel, qu'elle a obtenu grâce à une requête légale, s'est mystérieusement enrichi de plaintes de clients fictives, peint un portrait d'une employée conflictuelle, bien loin de ses 12 années de service exemplaire. Pourtant, son visage reflète une sérénité forgée par la conviction. À ses côtés, Claire, les lunettes posées sur le bout du nez, relie son témoignage avec la précision d'une avocate habituée aux joutes verbales. Elias, quant à lui, organise ses notes avec la même concentration qu'il applique aux échecs, son regard sérieux contrastant avec son jeune âge. Autour d'eux, d'anciens employés d'Air Atlantique, des défenseurs des droits des passagers et des experts de l'industrie se préparent à témoigner, formant un chœur de voix qui amplifie leur combat. Mais ce moment de reconnaissance publique n'a pas été facile à atteindre. Dès leur descente de l'avion à JFK, les représailles ont commencé. Amélie a découvert son appartement à Paris cambriolé, son ordinateur portable et son téléphone de secours disparu. L'officier de police, sceptique, a minimisé l'incident comme un vol opportuniste, malgré l'absence d'autres objets de valeur manquants. Claire, de son côté, a vu sa réputation attaquée. Des tabloïds, alimentés par des fuites anonymes, ont exhumé une vieille accusation mineure de sa jeunesse étudiante, une manifestation pour les droits civils, pourtant effacée de son casier. Plus insidieux encore, des experts anonymes ont remis en question la bourse d'échecs d'Elias, suggérant que des critères de diversité avaient influencé sa sélection. Ces attaques ont forcé Elias à se retirer du championnat national, non par manque de talent, mais pour sa sécurité face aux menaces en ligne qui inondaient les forums d'échecs où il participait. Victor Lemaire, quant à lui, a mobilisé tout l'arsenal de Banque Étoile pour se protéger. La compagnie a publié un communiqué déplorant la diabolisation injuste d'un cadre respecté pour un accident regrettable, insinuant que des employés activistes, une référence à peine voilée à Amélie, exploitaient les tensions sociales. Des agences de gestion de crise ont orchestré une campagne médiatique subtile, publiant des articles dans des journaux conservateurs qui questionnaient la précipitation à juger dans une ère politiquement polarisée. Pourtant, la vidéo de Sophie, l'adolescente aux cheveux violets, a bouleversé leurs plans. Partagée sous les hashtags « À café un volant noir » et « Justice pour Elias », elle a atteint des millions de vues,
relayés par des médias français comme Le Monde et France 24, qui ont vu dans cette affaire un écho des débats sur l'égalité et la justice chère à la France. Dans la salle d'audience, Amélie prend la parole en premier, sa voix claire résonnant dans le silence attentif. L'incident du vol de Neu 143 n'était pas isolé, déclare-t-elle. Il était simplement visible. La plupart des actes discriminatoires se produisent sans témoins prêts à les documenter, et la plupart des employés qui les signalent subissent ce que j'ai vécu, des représailles systématiques visant à les discréditer et à les réduire au silence. Lorsqu'un député lui demande ce que son licenciement a signifié pour elle, elle répond avec une pointe d'optimisme inattendue. « Je n'ai pas perdu ma carrière. Je l'ai redirigée vers son véritable but. Garantir un traitement équitable et sécuritaire pour tous les passagers et membres d'équipage. » En effet, plutôt que d'accepter une offre de réintégration d'Air Atlantique, assortie d'un généreux dédommagement mais conditionné à un accord de confidentialité, Amélie a rejoint une nouvelle division de l'administration fédérale de l'aviation, chargée de développer des protocoles contre la discrimination. Claire, prenant la parole ensuite, adopte un ton analytique, digne d'un plaidoyer devant la Cour de cassation. Les structures juridiques actuelles favorisent de la dissimulation des discriminations, explique-t-elle. Les règlements confidentiels et l'arbitrage obligatoire créent un environnement où chaque incident est traité comme isolé, rendant les modèles invisibles aux régulateurs et au public. Son cabinet, Moreau, Rivière & Chêne, a créé une division spécialisée dans les affaires de discrimination dans les transports, obtenant une première victoire en forçant Air Atlantique à divulguer des données non protégées sur les plaintes des passagers. Ces données révèlent des disparités flagrantes dans les résolutions selon les profils démographiques, confirmant les soupçons de pratiques systémiques. Mais c'est le témoignage d'Elias qui captive l'audience. Malgré son jeune âge, il s'exprime avec une clarté désarmante, son débit mesuré rappelant les réflexions philosophiques françaises sur la dignité humaine. « Quand le café m'a brûlé, ça faisait mal, dit-il, ses yeux fixant les membres du comité. Mais quand tout le monde a fait semblant de ne rien voir, ça faisait encore plus mal. J'ai appris quelque chose qu'un enfant de 12 ans ne devrait pas savoir. Le confort de certains compte plus que la douleur d'autres. » Il raconte le harcèlement en ligne qui l'a poussé à quitter le championnat d'échecs et à changer d'école. « Je n'ai pas seulement perdu un tournoi, j'ai perdu le sentiment d'être en sécurité dans des lieux où j'ai ma place. » Son témoignage, retransmis par France 24, touche une corde sensible, incarnant l'idéal républicain d'égalité bafoué. Victor Lemaire, absent des audiences, fait face à des accusations criminelles pour agression, faux témoignages et intimidation de témoins. La vidéo de Sophie, combinée à des images de surveillance de la cabine finalement rendue publique, a démoli sa version des faits. Banque Étoile, sous pression, l'a mise en congé indéfini avant d'accepter discrètement sa démission. Mais l'affaire ne s'arrête pas à lui. Des révélations troublantes émergent. Une ancienne assistante de Lemaire, protégée par un accord de confidentialité, fournit des documents prouvant un schéma de comportement abusif, étouffé par des règlements financiers. D'autres compagnies aériennes, y compris des françaises, sont éclaboussées par des témoignages similaires, révélant une culture d'impunité pour les passagers de haute statut. Le mouvement de soutien, cependant, gagne en ampleur. Sophie, devenue une figure médiatique malgré elle, continue de documenter les micro-agressions, inspirée par les débats sur la justice sociale dans son lycée parisien. Madame Lefebvre, l'ancienne magistrate, donne une interview mesurée à France Culture, discutant des principes juridiques en jeu sans commenter directement de l'affaire. Sa gravitas, ancrée dans la tradition française de la magistrature indépendante, confère une légitimité aux préoccupations systémiques. Monsieur Zhang, l'homme d'affaires, publie un récit détaillé dans Les Échos, décrivant l'incident avec une précision factuelle qui désarme les sceptiques. En tant que professionnels, nous ne pouvons pas prétendre valoriser l'intégrité tout en restant silencieux face à son absence, écrit-il, défiant les conventions de son milieu. D'autres voix se joignent au chœur. Une hôtesse d'Air Atlantique, anonyme par peur des représailles, partage sur un forum sécurisé des récits de discrimination similaires, déclenchant une vague de témoignages d'employés. Des passagers d'autres vols rapportent des incidents de traitement biaisé,
souvent qualifié de malentendu par les compagnies. Ce réseau, trop divers pour être discrédité et trop décentralisé pour être réduit au silence, change la dynamique. Comme l'explique Claire à Elias dans leur chambre d'hôtel à Washington, où ils se sont installés temporairement. Ils savent gérer des individus, un employé, un passager, une plainte. Mais quand les modèles deviennent visibles et que les témoins refusent l'isolement, le calcul change. Les pressions corporatives, cependant, ne faiblissent pas. Amélie voit son bail d'appartement à Paris contesté pour des irrégularités administratives. Son assurance santé est soumise à des vérifications soudaines. Claire, de son côté, subit des pressions professionnelles. Des clients sont approchés avec des préoccupations sur des conflits d'intérêts et ses audiences judiciaires subissent des reports inhabituels. Des collègues reçoivent des insinuations sur les risques d'association avec une affaire controversée. Elias, quant à lui, lutte pour retrouver sa passion pour les échecs, hanté par les insultes en ligne. Pourtant, un soir, inspiré par une discussion avec Amélie sur le sacrifice stratégique, un concept qu'elle a appris en jouant aux échecs au lycée, il décide de s'inscrire à un tournoi local à Washington. Sa victoire, modeste mais symbolique, marque un tournant personnel, prouvant qu'il peut reclaimer son espace. 5 jours après l'incident, Air Atlantique et Banque Étoile proposent des règlements financiers. L'offre à Amélie équivaut à 5 ans de salaire. Celle à Claire, encore plus élevée, vise à couvrir les soins d'Elias et à éviter un procès pour dommages punitifs. Les deux femmes, réunies dans le bureau sécurisé du cabinet de Claire, rejettent les offres. L'argent est leur façon de mesurer le coût de la discrimination, observe Claire. Si le règlement est moins cher que de changer leur culture, le comportement perdure. Leur enquête, menée avec des contacts professionnels et une prudence accrue après des pannes suspectes de leur téléphone, révèle un schéma troublant. Le maire a un historique d'incidents sur d'autres compagnies, tous résolus par des accords confidentiels. Air Atlantique, de son côté, accumule les plaintes pour discrimination, systématiquement étouffées par des règlements opaques. Le point culminant arrive avec les audiences au Congrès. Les témoignages révèlent une culture insulaire dans l'industrie aérienne, où les plaintes sont minimisées et les lanceurs d'alerte punis. Les résultats sont concrets. Le PDG d'Air Atlantique et plusieurs cadres démissionnent après la révélation de leur tentative de dissimulation. La compagnie adopte de nouvelles politiques anti-discrimination, des formations obligatoires sur les biais et des procédures de signalement transparentes. Plus significatif encore, l'industrie fait face à de nouvelles exigences réglementaires, obligeant la documentation des plaintes sans clause automatique de confidentialité. 6 mois après l'incident, Amélie, Claire et Elias se réunissent à Washington pour la signature de la loi Ciel équitable, qui crée un conseil indépendant pour examiner les incidents de discrimination dans les transports et protège les lanceurs d'alerte. Lors de la cérémonie, Elias est invité à prononcer un discours. Debout au pupitre, plus grand qu'il ne l'était 6 mois auparavant, il parle avec une simplicité qui rappelle les maximes des moralistes français. Une tasse de café a révélé un système brisé. Imaginez ce que nous réparerons quand nous nous verrons vraiment les uns les autres. La salle applaudit, et France 24 diffuse ces mots en direct, amplifiant leur portée. Leur parcours n'a pas été sans coup. Amélie a sacrifié une carrière qu'elle aimait, mais son nouveau rôle à l'administration fédérale de l'aviation lui offre une plateforme pour transformer l'industrie. Claire a affronté des intimidations professionnelles, mais son cabinet s'est renforcé, devenant une référence dans les affaires d'équité. Elias a perdu une chance de briller au championnat national, mais sa victoire au tournoi local et son témoignage au Congrès lui ont appris une leçon plus profonde. La justice se construit par des actes de courage, pas par des concessions au silence. Alors qu'ils quittent le Capitole, un journaliste les interpelle. « Avez-vous obtenu justice ?» Amélie, après un moment de réflexion, répond avec une sagesse qui évoque Montaigne. « La justice n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on bâtit, décision par décision, combat par combat, jour après jour. Nous avons posé les fondations. La construction continue. » Derrière eux, des avions sillonnent le ciel de Washington, leurs passagers désormais protégés par des règles qui reconnaissent une vérité simple.
La dignité n'est pas un privilège réservé à certains, mais un droit pour tous, même à 30 000 pieds. Cette histoire illustre des vérités universelles, chères à la pensée française. D'abord, le courage n'est pas un geste grandiose, mais une série de choix modestes, comme ceux d'Amélie, Claire et Elias, qui ont préféré la vérité à la facilité. Ensuite, les systèmes de pouvoir prospèrent dans l'isolement, fragmentant les plaintes pour masquer les modèles. Leur percée est venue d'une coalition diverse, refusant d'être divisée. Enfin, la justice n'est pas seulement punitive, mais constructive, comme le prouve la loi « Ciel équitable ». À l'image des Lumières, cette affaire montre que le progrès naît de la raison, du courage et de la solidarité, des valeurs qui continuent d'inspirer, sur terre comme dans les cieux. Cette histoire d'une tasse de café à 30 000 pieds, où Amélie, Claire et Elias affrontent l'injustice avec courage, résonne profondément avec les idéaux français de justice et d'égalité. Leur combat contre un système protégeant les puissants m'a touché par sa démonstration que le courage naît souvent de petits actes. Amélie documentant les brûlures d'Elias, Claire refusant l'isolement, Elias témoignant malgré son jeune âge. Ces choix, en apparence modestes, ont déclenché une vague de changements, prouvant que la persévérance face à l'adversité peut transformer une société. Une leçon essentielle est que l'injustice prospère dans le silence. Les passagers, initialement muets, comme M. Zhang, ont fini par parler, rappelant que notre voix, même tardive, peut faire basculer la balance. Cela m'invite à réfléchir. Combien de fois ai-je détourné le regard face à une injustice par peur ou commodité? L'histoire montre aussi que la justice n'est pas un cadeau, mais une construction collective, exigeant solidarité et sacrifice. Amélie a perdu son emploi, mais gagné une mission plus grande, incarnant l'idée voltairienne que le devoir moral prime sur le confort personnel. Dans ma vie, je m'efforcerai d'être plus attentif aux injustices, même subtiles, et de m'exprimer, inspiré par la coalition improbable de cette histoire. Comme Rousseau, je crois que la société s'améliore lorsque chacun agit pour le bien commun. Ce récit m'encourage à bâtir des ponts, à écouter et à soutenir ceux qui osent défier l'inacceptable. Si cette histoire vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà pris position contre une injustice? Votre voix compte. Ensemble, refusons de détourner le regard et construisons un monde plus juste.